Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième phase, la troisième session de ce projet. Vous savez que c'est organisé par CETESIMA et que c'est appuyé, soutenu financièrement par la coopération des Canaries et le gouvernement des Canaries. Je suis Rodrigo Burgos et je suis enchanté d'être présent parmi vous à cette session. Si nous passons en revue ce que nous avons vu jusqu'à présent, ici il s'agissait d'un cours pour pouvoir savoir comment faire un film. La première session, nous avons centré sur l'étude du milieu. On a vu des choses comme par exemple les propriétés de l'eau, les marées, les courants océaniques, les marins, que nous pouvons avoir des eaux côtières, l'influence des vents. Ici, ces paramètres d'importance que nous évaluons avec grand intérêt dans l'aquaculture. Dans cette deuxième session, nous avons traité l'acteur principal qui va avoir, ou les acteurs principaux qui vont être dans ce film, qui est l'huître. Et nous sommes le cycle de vie, les différents aspects qui sont importants. Les pestes, par exemple, les parasites et les maladies. Aujourd'hui, nous allons commencer à traiter les équipes. Nous avons besoin pour ces équipements, les éclairages, les caméras vidéo pour un film. Nous allons utiliser pour l'aquaculture et nous traitons spécifiquement les systèmes de culture. Nous avons vu que les données de production tournent autour de 6 milliards de tonnes par an. Et cela vient précisément de l'aquaculture. L'aquaculture, comme en tant que telle, pour la commencer, comme l'agriculture, nous avons besoin de semences. Et avec l'obtention de semences, nous pouvons le faire d'un point de vue artificiel. Nous avons besoin de certains types de constructions spécialisées pour ce produit ou passer à la partie naturelle. Si nous avons des spécimens naturels d'espèces que nous travaillons, profiter de ce potentiel de reproduction pour repeupler cette zone géographique et à faire des captations avec ces semences pour commencer chacun de ces cycles de production. Nous commençons maintenant à parler il y a un terme qui dérive d'anglais que nous utilisons beaucoup, l'aquaculture, c'est l'hatchery. En espagnol, en français, c'est l'écloserie. Ce sont donc les écloseries en français. Les écloseries comme unité fondamentale de tous les mollusques que nous pouvons produire. Pas de différence. Comme unité fondamentale, c'est ce que nous devons concevoir une maison, par exemple. On commence à faire un plan et on dit, par exemple, la maison doit avoir un salon, une salle à manger, une cuisine, des chambres pour dormir, 2, 3, 4, des salles de bain, etc. Si nous regardons une ville,
Nous voyons que c'est les mêmes unités fonctionnelles. Les chambres sont plus grandes ou plus petites, il y a plus ou moins de fenêtres, mais ces mêmes unités fondamentales vont être trouvées dans une écloserie. C'est que nous n'allons pas avoir des chambres pour dormir, etc. dans une écloserie, mais nous allons avoir des zones où nous allons réaliser certaines procédures au niveau de l'étape de production et qui sont fondamentales pour chacune de ces étapes. La disposition que nous pouvons avoir de cette salle et leur taille peut être déterminée par l'ingénieur qui va concevoir et organiser cet espace pour cette installation. On peut avoir des petites différences quasiment imperceptibles en fonction des espèces. Si les closeries, la température ambiante est trop haute, température de l'air par exemple, il sera conseillé dès lors d'avoir un type de toiture, travailler sous toiture, isolé thermiquement pour éviter que cette température extérieure nous cause des difficultés avec les espèces que nous travaillons à l'intérieur de cette écloserie. Mais ces différences vont être des différences d'adaptation par rapport aux conditions environnementales à laquelle nous souhaitons travailler. Les écloseries vont avoir différents matériaux de construction. On pourra avoir, pour profiter de la lumière solaire, travailler dans des closeries qui ont des toitures transparentes, comme vous voyez ici, en haut à droite de l'écran. Ou à la partie centrale. Ou des toitures plus petites en fonction des circonstances qui nous poussent à choisir les éléments que nous avons besoin pour notre closerie. L'emplacement géographique que nous pouvons utiliser pour une écloserie, c'est la même chose lorsque nous voulons construire une maison où nous allons nous installer. Nous allons commencer à mettre en valeur. Moi, j'aime cet endroit parce qu'il y a des très belles vues, où nous sommes proches d'une ville, où le bruit est limité, où nous sommes près d'un supermarché ou d'une école pour les enfants. Dans le cas des écloseries, ce ne sont pas les paramètres que nous prenons en considération, bien entendu, mais il y a des paramètres qui nous importent, comme par exemple, est-ce que nous avons de l'électricité là où on va s'installer? À quelle distance se trouve l'eau de mer où nous allons installer la tuyauterie pour utiliser de l'eau? Avons-nous accès à de l'eau potable? Est-ce que nous avons les égouts? À quelle hauteur nous trouvons-nous par rapport à la mer? Parce que si le terrain est trop élevé, cela peut dire que nous allons devoir mettre des pompes plus fortes qui consomment plus d'énergie pour pouvoir pomper de l'eau de mer. Les caractéristiques de la côte, c'est une côte sablonneuse. Nous pouvons avoir des sables qui peuvent s'introduire dans les tuyauteries ou qui vont nous compliquer le système de filtrage de l'écloserie, etc., etc. Il y a une série de paramètres que nous devons prendre en considération au niveau de la sélection de la meilleure localisation de nos écloseries. Malheureusement, et on le voit dans les pays développés également, les gouvernements s'impliquent dans certaines législations d'aménagement du territoire, du littoral, qui choisit des parcelles déjà délimitées pour
que nous puissions installer déjà les hatcheries, les écloseries, ou les installations qui sont requises pour l'aquaculture, et on doit s'adapter. Si vous voulez travailler en écloserie, en aquaculture, vous pouvez choisir ce territoire, ce terrain, et voici, c'est l'ingénierie qui va choisir les solutions pour pouvoir travailler avec ces personnes. Autre aspect important qui limite énormément le type d'écloserie, les matériaux, l'équipement, etc., que nous allons utiliser, ce sont les fonds disponibles. De combien d'argent disposons-nous pour pouvoir exécuter le chantier? Ça dépend énormément du type de projet. Si c'est un projet à petite échelle, l'écloserie va être plus petite. Et si c'est plus grand, eh bien, ce sera plus grand. On aura plus de fonds. On voit beaucoup l'économie d'échelle ici. Une écloserie petite a des coûts de production plus élevés par rapport à une écloserie de grande taille. Parce que les coûts d'opération vont être réduits par rapport aux écloseries plus petites. Autre point plus important, c'est le dimensionnement de l'écloserie. Nous aurons des réponses claires. Combien de semences avons-nous besoin pour mon projet? En fonction de cela, nous pouvons déjà délimiter une première étape de ces écloseries et ne jamais perdre de vue les possibilités d'élargissement. Parce que moi, je ne connais quasiment aucun projet qui construit quelque chose et les projets vont évolutionner en fonction de l'activité et en fonction du marché qui nous demande plus de production et qui, bien, nous allons avoir besoin de plus de semences. Si nous revenons à l'exemple de la maison, si moi je vous demandais par exemple quel est l'aspect le plus important d'une maison, nombre d'entre vous me diraient que c'est le terrain. Mais dans le cas particulier de l'écloserie d'une maison, c'est les fondations, c'est-à-dire le sol qui va soutenir tout le poids de la maison et qui ne va pas céder, on ne va pas avoir de problème de fissures dans les murs parce que les fondations sont très bien, sont très bonnes. Au niveau de la fondation, pour les écloseries, c'est la filtration de l'eau. La filtration de l'eau, c'est ou la qualité de l'eau avec laquelle l'écloserie va travailler, c'est fondamental. Si nous avons un système de filtration d'eau déficient ou mal conçu, bien difficilement nous allons avoir de très bons résultats avec notre écloserie. Deuxième point très important au niveau de la filtration, au niveau de l'échelle de l'importance, c'est la production de microalgues. Mais pourquoi est-ce que c'est la production de microalgues? C'est un aspect important. Parce que la production de microalgues, c'est ce qui va soutenir la vie des états larvaires et des premiers états post-larvateurs et des semences que nous allons produire au niveau de notre écloserie. Parce que ces petits animaux doivent manger tous les jours. Et par conséquent, notre unité de production de microalgues doit avoir la capacité suffisante, peut-être dimensionnée de manière adéquate pour pouvoir soutenir tous ces échelles de production au niveau du projet, début du projet, au cours du projet
et la capacité de production que nous avons pour augmenter la production de semences. Si nous suivons cette échelle, nous arrivons à la frayère et l'élevage larvaire et l'élevage larvaire. La frayère, c'est très important le dimensionnement ici parce que si nous utilisons pour notre écloserie, par exemple, les reproducteurs que nous avons utilisés, si nous profitons de la meilleure productivité, notre écloserie va avoir du travail dur au cours de ces périodes. Et nous avons donc des reproducteurs qui vont madurer naturellement. C'est le cas, par exemple, lorsque d'une palourde ou une huître, pour les conditions océanographiques et la qualité de l'eau que nous avons dans la zone, nous pouvons les maintenir dans un état de maturité, et ils sont capables de frayer ce niveau et de recommencer à grossir. Et cela peut nous permettre de nous adapter à ce type de stratégie et on peut avoir de problèmes parce que pour arriver à ce niveau de production, nous devons avoir plus de reproducteurs pour être préparé parce que nous savons que chacun de ces reproducteurs vont émettre peu de gamètes et cela peut compliquer un peu l'existence. Nous, au niveau de notre installation, nous devons avoir une salle spécialisée pour une salle de conditionnement de reproducteurs. Et ce n'est pas autre chose qu'une salle où nous offrons, où nous contrôlons toutes les variables qui permettent la maturité sexuelle des reproducteurs. Et donc, nous choisissons pour la forme de la coquille, pour les manques de lésions, et nous pouvons nous mettre dans une situation d'une qualité de vie le plus tranquille possible. C'est comme, par exemple, nous allons mettre les reproducteurs, nous allons les mettre dans un hôtel 5 étoiles pour qu'ils soient les plus heureux possible, parce que ce que nous voulons, c'est qu'ils atteignent un niveau de maturité sexuelle le plus tôt possible, et c'est pour ça que nous allons offrir un régime et un contrôle de la température qui soit stable. Nous allons leur offrir une luminosité ou un régime de photopériode qui les aide dans ce processus, etc. Mais ce type de salle nous conditionne pour que l'écloserie soit un peu plus grande, qu'elles aient une unité de production de microalgues beaucoup plus importante, parce qu'apparemment, alimenter à des reproducteurs pour avoir des frayères programmées au cours de l'année, c'est beaucoup de microalgues. Et cela va augmenter, bien entendu, les coûts d'investissement et d'opération de notre écloserie. Une fois que nous avons déjà cette salle, que nous avons déjà les individus reproducteurs, nous devons induire le frai dans des espaces spécifiques avec une bonne qualité d'eau et on va pouvoir recueillir les ovocytes et les spermatozoïdes et nous allons procéder de façon artificielle à féconder les ovocytes. Comme on a vu hier sur les images,
Une fois la fécondation démarrée, commence le développement embryonnaire. Et là, il faut les mettre dans des réservoirs d'eau qui doivent se trouver dans une salle qui doit remplir toute une série de conditions environnementales et de qualité de l'eau afin d'éviter la mortalité des embryons le plus que possible. Ces embryons vont continuer de se décroître, de grandir. Il y aura de nouvelles structures qui vont apparaître et ils vont prendre une forme plus reconnaissable en tant que bivalves. Et là, nous allons entrer dans l'étape post-larvaire avec les microsémences. C'est lors de cette étape que nous allons motiver que cet individu, ce petit animal, commence à chercher où s'accrocher. Cette zone, c'est ce que nous appelons, c'est la salle de la culture post-larvaire et des cultures des microsémences. C'est comme ça que nous l'appelons. Évidemment, pendant tout ce processus, il faut avoir un bureau technique pour pouvoir assurer tous les contrôles administratifs et de la gestion de ce type d'unité. Et il faut aussi un laboratoire équipé minimum avec des microscopes, des loupes stéréoscopiques, parce que les microalgues, pour elles, nous devons quantifier quelle est leur concentration dans nos cultures afin de savoir quel est le volume des microalgues que nous cultivons et qu'il faudra le repliquer, le répéter dans les réservoirs des larves ou des reproducteurs pour qu'ils comptent sur les microalgues, la quantité de microalgues adéquate. Passons maintenant à tout ce qui concerne un volet fondamental de notre système, à savoir la filtration de l'eau. La filtration de l'eau, c'est-à-dire le rendement de l'unité de production, va dépendre de la qualité de l'eau, que nous allons capter. Si malheureusement notre écloserie est située dans une zone où la qualité de l'eau de mer est influée parce qu'il y a un port voisin, malheureusement, nous savons déjà que même les petits ports où il y a peut-être beaucoup de barques de pêche artisanale, nous savons que ces zones ont un potentiel de pollution par hydrocarbures qu'il faudra gérer et qu'il faudra maîtriser. Voilà autant d'aspects qui viennent modifier ou empirer la qualité de l'eau sur laquelle nous pouvons compter. Et cela va avoir des répercussions directes sur le type d'équipement dont nous devrons disposer dans notre salle d'écloserie. On va imaginer que nous avons donc comme point de départ une bonne qualité d'eau, c'est-à-dire des paramètres positifs, des concentrations de substances organiques, entre autres. Et alors, cette eau-là, pour la conditionner et mettre notre écloserie, il faut tout d'abord la filtrer. Et là, on peut avoir, par exemple, tout d'abord, comme dispositif de filtrage, les filtres à sable. Comme le nom l'indique, le lit de filtration est constitué par sable. Et c'est du sable de quartz qui vient de zones dans lesquelles il y a beaucoup de sable de quartz et que nous pouvons très bien l'utiliser, même s'il y a d'autres sables. Ce sont des sables artificiels qui sont constitués par des verres, les verres des bouteilles recyclés, broyés, et on va obtenir donc une poussière fine qui peut être disposée sur des mailles
et on va obtenir une taille de particules qu'on pourra utiliser dans ce filtre. Ce type de lits filtrants sont plus chers que le sable de quartz naturel, mais ils sont beaucoup plus efficaces que le sable de quartz. Tout simplement, étant donné la configuration des particules de verre par rapport à la forme ou à la configuration des particules de sable. Est-ce que tout filtre de sable peut servir? N'importe quel filtre à sable. Par exemple, ceux qu'on utilise pour les piscines. Voilà, c'est bon, ça suffit avec ce type de filtre à sable. Il faut faire attention au débit de filtration et il faut prendre en compte aussi les considérations des filtres à sable. Il faut assurer, par exemple, une certaine maintenance, un nombre d'heures déterminé de fonctionnement. Après, il faut laver le sable, le changer, le désinfecter aussi. Si nous n'avons pas un filtre de piscine à sable, ou bien c'est un dispositif beaucoup trop cher pour nous, est-ce qu'on peut essayer de fabriquer nous-mêmes un filtre? Oui, c'est possible. Et en quoi consiste un filtre à sable? Tout simplement, il s'agit de faire passer un débit d'eau par ce lit filtrant et on va le recueillir en bas ou en haut. On peut bien sûr concevoir nous-mêmes un filtre à sable qui sera sans doute moins efficace, qui aura plus de pertes, etc. Mais c'est possible. Dans ce processus de filtration de l'eau, on peut passer l'eau qui est déjà passée par le filtre à sable et le faire passer par un filtre à cartouche. Voilà, son nom indique bien qu'il s'agit de filtres qui vont utiliser des porte-filtres, comme vous voyez ici sur l'image. Ce sont des filtres dont nous pouvons choisir la taille du filtrage. Il est important de le filtrer tout d'abord par l'eau par un filtre à sable avant de le passer par un filtre à cartouche. C'est important parce que comme le filtre à cartouche ont un pore beaucoup plus petit que celui de filtre à sable, si on ne le faisait pas passer l'eau d'abord par le filtre à sable, alors les cartouches vont être bouchées très rapidement. Bouchées. Et cela va augmenter nos coûts de production ou nos besoins en cartouche de façon très rapide. Il est vrai que depuis des années auparavant, ces filtres étaient beaucoup trop chers, mais maintenant ils sont beaucoup moins chers et on peut les choisir en fonction des besoins. En fonction des besoins de notre atterri, de notre écloserie. Si le filtre à sable est efficace pour filtrer autour de 50 microns, c'est-à-dire que ce filtre va retenir des particules de l'eau qui dépassent cette taille des 50-60 microns, à partir de cette taille, je sais très bien que les particules qui vont passer au filtre à cartouche vont avoir des particules qui vont être en dessous de 60-70 microns. Donc, on va utiliser alors un filtre à 20 micras qui va recevoir le premier eau sortant du filtre à sable. Donc, des 70-60 microns, on va le passer à 20 micras et comme ça, on va ainsi de suite pour avoir un eau complètement filtré. Et maintenant, il faut expliquer ce que c'est la filtration absolue et la filtration nominale, parce qu'on ne va pas arriver à la filtration absolue. C'est une filtration nominale dans ce processus que je viens de vous expliquer, parce que s'il s'agit d'un cartouche qui va filtrer des particules de 20 micras, ce n'est pas complètement vrai, parce que c'est là veut dire que le filtre va retenir une grande partie de ces particules, mais étant donné leur conception, il y aura des endroits par lesquels les particules supérieures pourront passer le filtre aussi. Et le filtre va retenir aussi des particules inférieures à 20 micras. Et c'est comme ça qu'on appelle
une filtration nominale parce qu'il y a une déviation de quelques micras vers le haut et vers le bas. Donc, ce n'est pas une filtration absolue. Les systèmes de filtration absolue sont constitués par des filtres beaucoup plus chers qui ne sont presque pas utilisés en aquiculture, même s'il y a des sociétés qui les utilisent, mais ils sont extrêmement chers et les matériaux qui doivent être remplacés sont très, très chers aussi. Une fois cette phase de filtration physique conclue, nous allons commencer une phase de désinfection. Et pour cela, on va utiliser les filtres ultraviolets. Et là, je vais m'arrêter afin de vous expliquer qu'est-ce que c'est un filtre ultraviolet. Il s'agit tout d'abord de savoir que les deux premiers filtres sont des filtres physiques. Ils vont retenir des particules physiques. Par contre, les filtres ultraviolets n'ont pas cette capacité de retenir dans une membrane des particules physiques. Ils vont radier le débit d'eau avec la lumière ultraviolette pour désinfecter, pour tuer des bactéries, des virus qui se trouvent dans l'eau. Et une fois que ce virus va recevoir le rayonnement, la radiation, ultraviolette, le virus ou la bactérie va continuer à être dans l'eau. La différence, c'est que cette bactérie sera morte, mais elle va rester dans l'eau. Et donc, pour aborder la filtration ultraviolette, je vais vous expliquer ce qu'est le spectre électromagnétique. Et nous sommes complètement entourés de spectres électromagnétiques. Tous les jours, nous sommes en contact avec différents types d'énergie. Lorsque nous utilisons le portable, le téléphone portable, le four micro-ondes, ce sont des formes d'énergie qui sont décrites le long de ces spectres, comme je vous montre dans cette image. Dans ce spectre, nous avons le spectre de la lumière visible. Nous pouvons distinguer des objets, des couleurs, grâce à ce spectre que nous pouvons comprendre comme ça. C'est, dans ce cas-là, les longueurs d'onde que nous sommes capables de voir. C'est ce qu'on appelle la lumière visible. Si nous regardons sur l'échelle des longueurs d'onde bleues ou violet, là, nous allons voir la lumière ultraviolette qui va apparaître juste après le spectre visible, juste après la partie bleue de la lumière que nous voyons et juste avant le début des rayons X. Donc, plus nous nous rapprochons de ce côté-là du spectre visible ultraviolet rayon X, là, on va apprécier des ondes et ces ondes, plus elles diminuent, plus elles indiquent une plus haute énergie. Donc, nous savons qu'un rayon X peut traverser énormément de corps et la lumière ultraviolette a aussi la même capacité de traverser et donc, par conséquent, de provoquer des dommages qu'on peut sentir au niveau biologique. Alors, maintenant, je vais augmenter ce segment, cette portion de l'image où nous avons le spectre de lumière visible et la lumière ultraviolette. Et là, nous pouvons voir que la lumière ultraviolette est divisée en 4 sections. Nous avons une première région qui est la lumière du vide. Dans la deuxième, nous avons la lumière de type C, les rayons ultraviolets C. Après, nous avons les UVB, les ultraviolets B. Et enfin, les UVA, les ultraviolets A. Bien, donc en Europe, il existe des endroits où les personnes qui veulent bronzer un peu, ils vont se mettre dans des lits, sur des lits
et là, il s'allonge pour recevoir de la lumière ultraviolette. On peut l'apercevoir, cette lumière-là, parce que ce sont des lampes allumées qui émettent une lumière de couleur bleue. C'est la lumière ultraviolette. Dans ce cas-là, elle va stimuler les cellules pour produire de la mélanine qui va nous donner cet halo bronzé. Mais dans le rang des lumières ultraviolettes, nous avons une région dans laquelle la lumière ultraviolette est nuisible pour la peau. La plus nuisible est celle qui se trouve dans la région connue comme la lumière ultraviolette de type C. La longueur d'onde la plus toxique, bon, c'est pas toxique, c'est la plus nuisible au niveau cellulaire. C'est celle qui tourne autour de 254 nanomètres de longueur d'onde. Ici, nous avons l'image de notre célèbre copain, le coronavirus, et justement, dans cette longueur d'onde, le coronavirus peut mourir. Donc, lorsque nous utilisons la lumière ultraviolette, nous sommes en train de radier ce flux d'eau avec cette lumière ultraviolette, avec ces longueurs d'onde. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'au passage de l'eau, les micro-organismes, les cellules reçoivent une radiation aussi forte qu'ils vont être tués dans le moindre temps que possible. Et voilà comment on peut l'expliquer. Ici, je vous montre deux images, l'une d'un virus, de notre copain le coronavirus, et une bactérie en bas de l'image. À l'intérieur de ce micro-organisme, nous avons les molécules d'ARN ou d'ADN. Et la lumière ultraviolette va casser, briser ces structures d'ARN et d'ADN. Et à ce moment-là, nous allons priver ces organismes de la possibilité de continuer à fabriquer les substances dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à vivre. Ils ne vont pas avoir l'ADN ou l'ARN qui portent l'information nécessaire pour continuer à produire des protéines, pour se reproduire, etc. Donc, tous ces organismes, ces micro-organismes, en fonction de leur forme, de leur couleur, de leur taille, auront une sensibilité différente à la lumière ultraviolette. Au moment d'acheter donc une lumière, un dispositif de lumière ultraviolette, le fabricant nous va demander combien de mètres cubes nous voulons traiter, quel rayonnement nous voulons apporter. Et cette radiation, ce rayonnement, on peut le calculer avec des mini-joules par centimètre carré. Et le fabricant américain, on peut le trouver, ce rayonnement en milliwatts par seconde et par centimètre carré. Les deux unités sont exactement pareilles. Et lorsqu'on demande pour le débit, nous pourrons dire quel débit nous avons besoin. Nous pourrons dire quelle irradiance nous avons besoin. Et la radiance que nous utilisons, conseillée, c'est entre 40 et 60 millijoules par centimètre carré. Et par ces données, nous pourrons donc travailler et on va demander par la transmittance. Ça doit être compris comme j'ai un verre d'eau, l'eau est cristalline. Elle peut avoir une transmittance de presque 100%. L'eau de mer, ça va descendre un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui flottent, qui sont en suspension, etc. Et on travaille avec de l'eau filtrée, donc on pourrait avoir une transmittance de 95%. Avec ces données, c'est là où on peut nous suggérer voici l'équipement dont vous avez besoin, parce que cela remplit les conditions que vous êtes en train de demander. On va maintenant passer à la production des microalgues, qui est un autre aspect très important.
de semences. Ici, on va avoir ici deux chemins. On va parler des systèmes de production en sac plastique, qui est un système très peu cher, très démocratique, mais ils sont peu intensifs, parce que les concentrations maximum de microalgues maximales ont une limite technique. Et deux options qui sont des équipements beaucoup plus sophistiqués, qui sont automatisés, où les concentrations qui peuvent être atteintes sont beaucoup plus élevées. Pour que vous ayez une référence, dans un équipement ici de photobioréacteur, on peut obtenir des concentrations de 15 millions de cellules par chaque millilitre. Et dans ce type de système, on peut arriver à la moitié. Qu'est-ce que cela veut dire, cela? Comme nous le savons tous, la quantité de microalgues dont nous avons besoin chaque jour, nous faisons un calcul qui représente le volume total d'eau dont nous avons besoin pour notre culture, pour produire ce type de microalgues dont nous avons besoin. Des systèmes très intensifs, comme les biobioréacteurs, on aura besoin de moins d'eau. Et dans le cadre de ce type d'installation, de système, sac plastique, si on occupe 1 litre, et bien là, on aura besoin de 20 ou 50 litres pour avoir la même production de microalgues. Le cycle de production de microalgues est très simple. On part toujours de l'unité de base et de souche. Si on part de 100 millilitres, après quelques jours, on montera à demi-litre. Ensuite, nous passerons à 1 litre. Ensuite, nous suivrons à 5-10 litres. Et ensuite, nous passerons des bouteilles de 20 litres, de 15 ou 20 litres. Et c'est le moment où nous passons à ce système pour la production de microalgues. La production de microalgues était l'un des coûts les plus représentatifs des écloseries. Avec ces nouveaux systèmes, des lampes LED, ce système, les coûts pour le système de sac sont beaucoup moins chers que le système de PBR. Mais vous devez choisir quel système s'adapte mieux à votre exigence. Si on regarde les tables, le développement de la frayère, avec un fond sombre avec de l'eau, et on induit ici de frayère, ça peut être d'un point de vue chimique ou d'un point de vue physique. Les améliorations sont les inductions physiques qui impliquent une modification de salinité ou des expositions de température différentes. Mettre l'organisme, par exemple, à 10 degrés centigrades inférieur à une autre et le passer à une eau beaucoup plus chaude. Et ces chocs thermiques vont produire que ces animaux vont pouvoir frayer directement. Une fois que nous avons ces produits sexuels, nous avons la culture larvaire. Généralement, on utilise ce type
La base conique et cela concentre ces cellules, ces larves qui vont mourir et qui vont donc pouvoir être sorties rapidement pour que ce ne soit pas une source d'infection. On utilise ce type de bassin. On peut utiliser d'autres bassins, mais on va avoir cette petite difficulté de voir comment nous allons faire pour nettoyer le réservoir des dépositions de ces micro-organismes qui vont décéder, mais ça peut. Ensuite, nous passons à l'étape post-larvaire. C'est très simple. Ça peut être fabriqué en différents matériaux. Le plus utilisé, c'est le polyéthylène. On peut utiliser des polypropylènes également. Et si c'est utilisé dans les fibres de verre, c'est une fibre de verre qui va être recouverte pour éviter des problèmes de toxicité qui peuvent endommager notre travail. Et chacun de ces cylindres que vous voyez ici, nous déposons ces semences qui vont commencer à explorer la surface pour pouvoir se fixer. Et ensuite, nous allons vous montrer une petite vidéo pour que vous puissiez voir l'étape larvaire et post-larvaire des animaux. Ici, on parle de larve D. Voici on a obtenu un jour après la fécondation. Regardez comment elle se déplace. Cette larve est une larve à 3 jours, la véligère rombonnée à 6 jours, les taches marron. Vous pouvez voir comment ils se déplacent. Ils sont très actives, ces larves sont magnifiques. On voit comment ils changent. Les larves pédivéligères. Ça ressemble encore plus à une pelouse, mais ce sont des huîtres. Et ici, on peut voir qu'elles explorent la superficie. Et donc, comme partie de la culture des huîtres, l'huître, lorsqu'elle est dans une procédure de larve compétente, qui veut commencer à explorer, où elle veut se fixer, lorsqu'elle explore le fond marin pour se fixer, lorsque nous offrons une superficie solide, comme une tuile, elles vont se coller là. Et on va voir comment on va sortir ces semences de cette huile. Si on ne met pas de tuile et qu'on met des petits grains de sable, on va obtenir des organismes séparés parce que elles vont se coller à ces grains de sable et on va voir, vous avez 1, 2, 3 qui sont fixés. On va pouvoir les séparer. C'est une technique qui est utilisée dans la production de microalgues. Maintenant, nous entrons dans le type d'écloserie. C'est un modèle d'écloserie, une alternative que j'ai travaillé beaucoup. Et donc, ce sont des écloseries qui sont totalement installées et qui ont besoin juste d'une connexion à une source d'eau de mer, à une source d'électricité, et vous pouvez commencer à travailler directement. Et pourquoi est-ce que ces équipements sont très bons? Quels avantages ont-ils par rapport à d'autres? L'un des avantages principaux de ces unités, c'est qu'elles peuvent être installées très rapidement. Vous pouvez l'installer ici, et bien voici, on n'a pas besoin de fabrication. Ça peut être un conteneur marin qui est modifié totalement. Les avantages, c'est
si le site où nous installons, dans un premier temps, notre écloserie, pour des raisons qui échappent à nos contrôles, la plage où ces îlots, il y a un empirement de la qualité par un versement ou la station d'un hôtel, etc. Et on peut changer, eh bien, on embauche une grue et on le prend et on va à un autre endroit. Ça, c'est l'avantage principal. Ce sont des écloseries petites, des petits systèmes qui nous permettent d'avoir des productions de 100 000 unités à 2,5 millions d'unités. Ça va dépendre énormément de la qualité des ressources humaines, la capacité technique des ressources humaines. J'ai des plats fins et le nombre de plats qui vont sortir de cette cuisine dépend du chef. On peut aller au-delà de 2,5, 3, 4 millions. Ça dépend de l'expérience de vos ressources humaines. Parce que tous les jours, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est ce que l'agriculture a. C'est que ça se base sur ses attentes, sur ce que nous appelons apprendre. Dans ce cas, des écloseries de petite échelle. Je vous montre ici des photos d'un modèle transportable. On peut choisir les modèles plus fixes. Et si vous utilisez un modèle plus fixe, vous n'allez plus avoir utilisé des conteneurs marins modifiés. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons nos semences qui sont fixées. La phase d'écloserie s'arrête à une semence de 1 ou 2 mm. Je préfère terminer mon cycle de closerie à 2 mm ou moi, j'aime un peu moins, etc. Et donc là, nous passons à une autre étape où nous utilisons également un mot anglais qui s'appelle nursery. Les écloseries, nous avons les bébés. Et l'étape de nursery, ce sont des bébés qui sont un peu plus jeunes, un peu plus âgés, qui ont quelques mois, mais qui ne savent pas encore parler. Pas encore parler. On faut encore changer les langues et donc ils passent à l'étape de nursery. Et nous avons des nurseries, des pépinières ou des garderies à petite échelle. Il faut utiliser des bouteilles de plastique et d'eau où nous mettons les petites semences. C'est un filet. Pour leur taille, il faut choisir très bien ce filet. Et donc, pour que l'eau rentre, emporte les aliments, les phytoplanctons, pour que nos petites semences puissent manger dans la proportion qui est la meilleure pour elles. Ce type de circulation, les petites semences sont en mouvement constant et donc tous les SS vont être éliminés du système. Nous avons un autre système. J'ai fait cette culture à Dubaï. J'ai utilisé des réservoirs en plastique. Je les ai découpés à la moitié. Je les ai préparés pour les utiliser comme garderie, pépinière. J'ai enseigné comment utiliser ce type de matériel. Le mot pépinière,
Ça peut sembler un mot de science aéronautique, mais ce sont des installations très simples que nous pouvons utiliser, que nous pouvons avoir sous la main. Des tubes en PVC. Nous pouvons utiliser des pépinières sans avoir à passer par l'écloserie. Cette entreprise où j'ai fait cette installation, nous achetions les semences d'1 millimètre en France et nous les avions à une densité assez élevée pour que nous puissions avoir ces organismes pour avoir l'eau naturelle et nous arrivions à des semences de 5 à 7 millimètres pour planter la mer. Nous rentrons ici à un autre point qui est, est-ce que les semences peuvent être transportées? Oui, on peut transporter les semences. Ça donne énormément d'avantages parce que nous pouvons proposer des systèmes de culture en achetant des semences à des écloseries commerciales qui ne produisent que des semences. Ou sinon, si nous faisons des captations naturelles de semences, par de très bonnes captations, on peut être transporté sans aucun problème. Est-ce qu'il y a des tailles minimales à partir d'1 millimètre ou plus, elles peuvent se transporter. Ce qui est important, c'est d'avoir un animal qui est fixé, qui a ses 2 valves, parce que c'est une petite huître, c'est un petit bébé. Et si on peut fermer ces valves, elle peut supporter mieux les conditions environnementales et cela peut nous permettre un peu plus de liberté pour le transport. Il y a certaines méthodes qui ne m'ont pas bien fonctionné avec des larves compétentes qui sont transportées dans une bouteille d'1 litre pour la fixation de ces larves. Vous pouvez emporter des millions de ces larves compétentes. Mais les taux de mortalité sont élevés et que vous vouliez ou non, on a besoin, pas besoin d'une écloserie complète, mais vous avez besoin d'avoir un peu plus de production de microalgues, une qualité de l'eau assez bonne, avec des filtrations, parce que ce sont des larves et les larves sont très sensibles à tout changement. En quelques heures, elles peuvent mourir et perdre toute votre culture. Eh bien, comment on peut les transporter? Normalement, tout le monde le fait avec cette boîte en polyspan. Il faut adapter la taille à la taille de la sémence. Les semences vont être dans un sac à mailles. Tout doit être bien humide. On peut mettre même par-dessus quelques tissus qui permettent de garder l'humidité ou des éponges pour garder cette humidité. Et avec ces poches de gel synthétique, nous pouvons garder la température intérieure d'entre 5 à 10 degrés. Et cela peut nous permettre de garder les semences en dehors de l'eau pendant 24 ou 72 heures. Et ça fait une période de temps suffisante pour transporter les semences d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre. Les risques, par contre, se posent au niveau administratif. Si on fait un transport d'un pays à l'autre, le service des douanes constitue le premier obstacle et le premier risque de tout perdre.
parce que les 72 heures ne représentent pas le temps limite maximum, mais s'il se passe plus de temps, ces petites semences ne vont pas être capables de résister et vont continuer à mourir. Nous allons garder tout simplement celles qui résistent le mieux. Et au moment si des individus meurent, il y aura des bactéries qui vont apparaître et cela va contaminer tout l'espace. Alors, si nous décidons d'importer des semences, nous devons savoir très clairement quelles sont les voies à suivre. Si c'est le transport aérien, parfait, mais s'il faut traverser un service des douanes, toute la documentation doit être en règle pour ne pas souffrir de retard et que le délai de livraison de notre marchandise ne soit pas prolongé. Si nous avons à la fin reçu nos semences, nos petites semences, il faudra les acclimater. On va ouvrir le couvercle pour que l'air de l'extérieur rentre. On va ajouter un peu d'eau à cette maille qui contient les semences et ce processus peut durer entre 2 ou 3 heures. Donc, il n'y a pas une procédure standard, mais c'est un peu suivre le sens commun. C'est-à-dire, le voyage a été long, on va les habituer petit à petit aux nouvelles conditions. Et si quelque chose, voilà, dehors, la température de la mer est de 24 degrés et elles sont à 10 degrés, alors il faut attendre un peu afin que le choc thermique ne soit pas aussi marqué. Donc, nous avons parlé du processus de production des semences en écloserie et nous allons parler maintenant du captage avec certains éléments, certains matériaux qui peuvent nous permettre de capter les semences qui sont disponibles en mer. Les bivalves peuvent s'adhérer à toute surface. Et c'est comme ça, comme vous pouvez voir ici sur l'image, que quelqu'un a conçu, voilà, l'idée de mettre des tuiles. Je vais mettre beaucoup de tuiles et lorsque la marée va monter, là, je vais leur donner des matériaux pour que les larves se fixent. Moi, si je trouve que les tuiles sont chères, je préfère utiliser des coques à mollusques, peut-être les coques des huîtres ou les coques des pectinidés qui sont plus grandes ou tout autre matériau qui peut nous servir. D'autres préfèrent dépenser un peu d'argent pour acheter ces disques, ces espèces d'assiettes plastiques qui fonctionnent très bien aussi. Et on peut les faire fixer ici. Ici, je vous montre une photo dans laquelle on voit qu'on a utilisé des bouteilles en plastique suspendues avec des fils pour les garder, pour qu'elles flottent. Et ça marche aussi. Et ça marche aussi utiliser des tuyaux. Si c'est des tuyaux avec cette rugosité, tant mieux. Et ces matériaux peuvent servir aussi comme substrat pour la fixation. Bien évidemment, si nous utilisons ce type de structure pour pouvoir permettre les fixer, après, si nous souhaitons séparer les huîtres de ce type d'huile ou de tout autre matériel qu'on pourrait utiliser, cela va être un peu difficile. C'est-à-dire, cela peut provoquer plus de pertes, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les huîtres sont adhérées complètement fixées à cette surface. Si la surface est rigide, il faudra utiliser un marteau ou quelque chose pour pouvoir les séparer, les décoller. Avec les
coques de mollusques, il est vrai qu'on peut les briser pour séparer les huîtres si on souhaite séparer les huîtres. Avec notre système de pré-engraissement ou d'engraissement, on peut les garder telles quelles, adhérées, mais pour les présenter, c'est mieux si on présente au client les huîtres séparées et non pas comme ça adhérer tout ensemble, comme si c'était un régime, comme on le fait dans certains endroits. La facilité d'utiliser des substrats plastiques, c'est qu'on peut le plier, ces matériaux, et au moment de faire des plis, de le plier, alors les animaux vont se décoller et on peut récupérer très facilement les huîtres. C'est la même chose avec les bouteilles. Ce sont les bouteilles typiques de coca ou d'eau qui sont coupées à moitié et elles ont été utilisées. Et ça marche bien aussi. Je répète cette idée qu'elles peuvent s'adhérer à toute surface qui est biologisée pour cela. Et pour biologiser ces surfaces, il faut les submerger quelques jours auparavant pour que la pellicule des bactéries se développe tout le long de cette surface et constitue un endroit, un lit attirant pour que les larves adhèrent. Les tubes, comme ces tuyaux, comme je vous ai dit, si les petites huîtres adhèrent ici, on peut plier le tuyau et cela va nous permettre de récupérer les unités des huîtres de façon séparée. Eh bien, quelle est la difficulté que nous devons affronter lorsque nous avons ce type de structure pour faire du captage naturel? Là, il faut savoir très, très bien quand on va obtenir le plus grand pourcentage des captages des larves en bon état. C'est-à-dire, pour cela, il faut prendre des échantillons d'eau, les analyser et identifier clairement que nous sommes en train de voir des larves d'huîtres et pas d'une autre chose. Donc, la personne qui va réaliser cette identification doit avoir les connaissances et l'expérience suffisantes pour pouvoir résoudre ce doute. Si nous savons que dans ces eaux, les larves sont déjà dans un état compétent, c'est-à-dire une larve dans laquelle on peut même identifier une tache oculaire. Cela peut être un premier signal que cette larve est sur le point de commencer à chercher un endroit pour se fixer. Ça, c'est le moment adéquat et il faut mettre tous nos moyens pour réussir qu'elle se fixe. Il faut rappeler aussi que dans les systèmes marins, dans les environnements marins, les huîtres ne sont pas seules. Il y aura beaucoup d'autres poissons, non seulement des mollusques, mais d'autres poissons qui vont se trouver aussi dans une étape larvaire. Et alors, ce qui peut être attractif pour fixer les huîtres le sera aussi pour d'autres animaux. Donc, voilà, il y aura d'autres espèces qui ne nous intéressent pas et qui vont prendre la place pour éviter ainsi que nos larves d'huîtres se fixent. Voilà le problème qu'il faut résoudre. Donc, il faut une personne avec expérience pour pouvoir déterminer la quantité de larves minimum qu'il faut avoir dans l'eau. Cela va dépendre des espèces. Il y a énormément de manuels. En France, on dit qu'on le fait lorsque la concentration des larves compétentes est de 4 larves par litre d'eau. Et voilà, cela, nous devons l'apprendre nous-mêmes en fonction de comment fonctionne ce système dans notre zone géographique, parce que la quantité de larves va dépendre aussi de la quantité de producteurs qu'il y a dans notre site. Il y a d'autres méthodes aussi. Il y a des méthodes aussi
Et là, ce qu'on faisait, c'était faire un décompte des larves sur lesquelles nous voulions savoir quel était le nombre de larves compétentes. Et on faisait ce décompte à partir de l'ADN. On cherchait justement un nombre de larves et ces filtres de SO va filtrer les zooplancton de l'eau et on va faire une extraction complète. On faisait l'ADN de tous les animaux qui étaient retenus dans cette maille de zooplancton. Et nous avions aussi d'autres produits qui vont reconnaître de façon spécifique l'ADN de tous les animaux, mais par exemple de façon spécifique d'une huître. À côté de l'arbre qui était dans cette eau. Malheureusement, c'est une des techniques très onéreuses et donc elles sont peu utilisées dans l'industrie. Une fois que nous avons nos semences, nous entrons maintenant dans nos systèmes de culture. Ici, il y a quelque chose de très important que j'aimerais vous transmettre, et que les systèmes de culture, ou ce que je vais vous montrer à la prochaine diapositive, les systèmes de culture ne sont pas la vérité absolue. C'est-à-dire que l'aquaculture n'est pas une science exacte. Ce n'est pas une science où vous pouvez, comme la physique, où si vous voulez calculer la vitesse d'un corps, nous avons une formule. Cette formule va nous donner un numéro et nous le comprenons. L'aquaculture, malheureusement, ne fonctionne pas comme cela. De fait, si nous voulions avoir une formule où nous pourrions inclure toutes les choses qui participent c'est très complexe, c'est très important, très impossible à résoudre si nous voulions et ce numéro peut être, par exemple, le numéro d'huître par litre, par exemple. L'aquaculture se base sur quoi? On apprend d'essayer. Ce que vous pouvez lire dans les manuels, ce sont des références que vous pouvez utiliser, ces références, pour utiliser dans votre lieu ou créer de nouveaux systèmes de production. De nouveaux systèmes de production nous permettant de garantir la sécurité de l'huître. Si nous savons ce dont une huître a besoin pour être bien, si nous connaissons les conditions environnementales, alors nous pouvons concevoir tout système qui peut être un mélange de ce que je vais vous montrer par la suite. Ça peut être un mélange de ce que nous avons à l'heure actuelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient de l'Australie et nous dit « Ah, ce système est le meilleur pour les huîtres parce que les distances entre dans ce système, c'est 1 mètre de ce côté-là. » Et ça, c'est la vérité? Non, non, c'est pas ça du tout. Alors, en aquiculture, tous les acteurs ont leur voix à dire, leur voix à se faire entendre et ils vont communiquer à travers toute une série de paramètres que nous pouvons mesurer. Les paramètres de l'eau, les paramètres des huîtres à travers les tailles de croissance. Si nous développons cette capacité d'observation, on pourra donc mettre en place un système de culture propre et bien adapté. Donc, nous allons voir maintenant que le système de culture est là. Tout d'abord, il faut distinguer les systèmes intensifs des systèmes extensifs. L'aquaculture intensive veut dire
qu'il s'agit de réussir la plus grande production que possible dans le moins d'espace et le moins de temps que possible. Voilà l'appellation d'intensif. Et l'aquaculture extensive est celle dans laquelle l'intervention de l'homme est la moindre. Et dans ce cas-là, on va mettre plus à profit les conditions naturelles de la zone où nous avons notre exploitation. Concernant la culture des mollusques, passer d'extensif à intensif, cela va être déterminé en particulier par la dimension de notre zone de production. Les différences entre l'aquaculture extensive et intensive concernant les poissons est beaucoup plus facile de comprendre parce que nous savons que dans l'aquaculture extensive, nous avons les poissons qui grandissent de façon naturelle et dans l'aquaculture intensive, on va apporter au réservoir de poissons des nutriments, de l'oxygène pour intensifier la productivité. Mais si nous traitons des mollusques, il s'agit surtout de l'extension. C'est le facteur déterminant, l'extension de notre installation. Et cette installation, cette extension va être déterminée par la capacité de charge. La capacité de charge, pour vous donner un exemple, lorsque on monte dans un avion, la capacité de charge de l'avion va dépendre de sa capacité. S'il y a 200 places, il y aura 200 personnes qui pourront occuper ces sièges. Et ça, c'est la capacité de charge de cet avion. Donc, une capacité de charge vient nous indiquer une limite. Dans le cas de l'avion, il s'agit d'un facteur spatial de sécurité, etc. Donc, le concept de capacité de charge concernant l'aquiculture, en particulier la culture des mollusques bivalves, là, on peut identifier 4 conceptions de capacité de charge. Nous avons tout d'abord une limite physique. Une limite qui a à voir avec la superficie totale des fermes marines qui peuvent être aménagées pour notre activité. Il est fort probable que nous disposons d'une zone dont les conditions naturelles nous permettent de disposer maximum d'1 hectare. Ou par des dispositions légales, le gouvernement nous indique que dans cette zone, on peut faire de l'ostréiculture, mais l'espace disponible est limité à 1 hectare. Et cela constitue une limitation du point de vue physique. En deuxième lieu, nous avons la capacité de charge du point de vue de la production. Dans ce cas-là, il s'agit de la densité d'animaux, de la densité de bivalves par volume, par zone. Je parle de la zone de culture ou le volume, si on veut parler des volumes d'eau. Et ce sont des facteurs qui limitent aussi la capacité maximum de charge. Et il n'est pas recommandé de dépasser cette capacité de charge parce que sinon, on va avoir des problèmes avec notre production. Et par problème, je comprends la diminution des taux de croissance ou des pertes à cause de la mortalité. En troisième lieu, la capacité de charge peut être aussi identifiée par rapport à certains facteurs écologiques. D'accord, on n'a pas de limitation physique, on n'a pas de limitation non plus concernant la densité de la population, parce que celle que nous utilisons marche bien, nous ne voulons pas l'augmenter, c'est bien, mais du point de vue écologique, par contre,
il faudra évaluer si notre culture peut provoquer des impacts écologiques que nous pouvons juger inacceptables. Mais pour que cela soit considéré inacceptable, il faudra savoir ce qu'est d'abord quelque chose d'inacceptable. Par exemple, pendant longtemps, on a comparé l'aquiculture des poissons comme quelque chose, comme une activité très nuisible du point de vue environnemental, par exemple la culture de saumon, qui avait un autre impact environnemental en comparaison avec la culture des moules ou l'ostréiculture, qui étaient considérées des cultures beaucoup plus naturelles auxquelles il ne fallait pas apporter de l'alimentation. Et il est vrai que la culture des saumons est hautement polluante. Et ça, je peux l'assurer parce que je l'ai vu. Je travaille depuis de longues années dans ce secteur et je sais que c'est le cas. Mais la culture de bivalves peut également polluer et peut provoquer aussi des dommages environnementaux qui peuvent tomber dans cette définition d'inacceptable. Et je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut considérer un impact écologique inacceptable pour la culture des bivalves. Par exemple, si dans une zone géographique, dans une baie, on va mettre une installation, une énorme quantité une unité de production très vaste, avec un grand nombre, un nombre très élevé d'huîtres ou de bivalves. Ici, vous pouvez voir qu'il y a comme des parcelles, sans doute avec des propriétaires différents, et chacun a sa propre disponibilité. Il y a des passerelles par lesquelles on peut passer, on peut circuler. En plus, les installations, les différentes exploitations sont distinguées par couleur. Mais il ne faut pas oublier que les bivalves sont des animaux qui mangent tout le temps du phytoplancton, des matières organiques. Et de la même façon qu'ils mangent, ils font leurs besoins aussi. Et alors, leurs selles, lorsqu'elles tombent au fond, au substrat, peuvent provoquer des dommages environnementaux sur les fonds marins aussi importants que ceux de l'agriculture des poissons. Et des exemples de ce type de situation, nous pouvons en trouver beaucoup et ce sont des dommages qu'on peut qualifier comme des dommages écologiques inacceptables. Un autre encore par rapport à l'ostréiculture est constitué par les coques. Normalement, les cultures, au moment de tirer, de sortir les animaux pendant les moments de la récolte, toutes les huîtres mortes, toutes les coques sont normalement entassées dans des zones et cela constitue des déchets qui comportent un haut risque écologique parce que c'est du matériau organique en décomposition et cela peut provoquer un impact écologique qui peut devenir inacceptable si dans une baie, par exemple, nous avons beaucoup de fermes et chacune de ces fermes jette le reste des coques dans des endroits qui ne sont pas gérés. Cette cumulation n'est pas positive non plus. Et en plus, nous avons les coques des usines d'élaboration, des usines de transformation, parce que si je ne vais pas vendre les huîtres vivantes, mais je vais vendre tout simplement la chair et je vais avoir une petite usine de transformation pour enlever la chair et jeter les coques, ce déchet peut provoquer des impacts écologiques inacceptables. On peut y mettre une solution si on va déposer ces coques dans la mer et cela va permettre la création de récifs artificiels qui vont héberger des nouvelles vies et qui vont contrecarrer les dommages que nous sommes en train de produire. Peut-être un impact écologique insoutenable si notre culture produit certaines restrictions à l'utilisation des côtes et pour d'autres choses.
les problèmes qui existent entre l'aquaculture, parce que l'aquaculture a besoin d'utiliser la plage, la mer et tous ces éléments. Et nous avons des conflits généralement avec les hôtels qui ont besoin de la plage pour les touristes ou les restaurants, ou bien les odeurs qui peuvent émaner d'une ferme d'huîtres. Je vous ai dit, parler du taux de mortalité, ça peut compliquer les choses. Lorsque nous voulons sélectionner un système de culture, si vous avez un peu d'expérience, vous pouvez faire des tableaux comme ceci, mais parfois, il est conseillé d'utiliser des schémas comme ceux que je vous montre après le moment, où nous pouvons individualiser on peut d'une profondeur de 5 à 10 mètres. En fonction de cela, nous allons donner des points à chacun des systèmes que nous connaissons. Et nous avons donc pour voir l'option qui a le meilleur pourcentage et qui peut offrir un meilleur rendement que d'autres. La sélection du site où pour mettre notre système de culture va être aussi important que lorsque nous voulons construire notre maison. Qu'est-ce que le fond marin? C'est une zone qui est protégée ou pas? C'est une zone trop exposée ou pas aux marées? On va peut-être utiliser des cordes plus fortes ou des piquets plus robustes. S'il y a un quelconque type de contamination, s'il y a des émissaires d'industrie, la sélection du site, nous pouvons faire un tableau où on va définir tout ce que nous pourrons observer au niveau terrestre et sous-marin. Et cela va pouvoir être les caractéristiques les plus adéquates qui vont nous permettre de voir le meilleur endroit pour installer notre système de production d'huîtres. En fonction du type de culture, je distingue deux types de culture. Le type suspendu et le type de fond. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? On va comprendre la culture suspendue. C'est le système où les huîtres restent toute l'eau, quasiment au cours de toute leur vie, 24 heures sur 24, tous les jours du mois. Et en système suspendu, on peut identifier, par exemple, des systèmes comme le système en bassin, les longlines superficielles, les longlines submergées. Et on peut avoir des cultures de fond où on peut voir si l'huître reste sous l'eau la première partie de sa vie, l'huître va passer la partie de sa vie en dehors de l'eau et une partie de sa vie sous l'eau. Il y a 6 ou 12 heures par jour où elles vont être sans eau et 12 heures où elles vont être avec de l'eau. C'est un système différent. C'est une différence que vous pouvez voir. C'est vos systèmes. Mais le plus simple est d'utiliser de manière très simple. On va passer en revue les cultures suspendues en barque. Ces photographies sont
des cultures de moules en Galice. Et moi ici, sur cette structure, c'est tous les systèmes recommandés par les échelles industrielles, parce que les investissements requis pour ce type d'activité sont tellement importants que les organismes qui sont accrochés ici pèsent tellement, on a besoin de ces grues pour les vendre, pour les élever. C'est les matériaux que nous avons à disposition pour avoir notre propre bassin et avoir une culture plus petite. Cette petite citerne que vous voyez ici, peut-être vous pouvez utiliser pour faire les cultures. C'est des cultures en bassin. Les cultures suspendues. Nous avons les long lines. Qu'est-ce qu'une long line? Long line vient de l'anglais. C'est un mot que nous avons adapté à l'aquaculture. C'est utilisé partout. Et si on voulait trouver une traduction, ça pourrait être défini par les lignes mères. En quoi cela consiste-t-il? Installé dans le fond de la mer, une structure, ça c'est une corde, une seule corde, qui à ses extrémités, on a des poids qui sont ancrés au fond du sol et qui donnent une tension à cette corde pour qu'elle reste à flot. Et cette flottaison, c'est obtenue grâce à des flotteurs, qui doivent être des flotteurs spécialement conçus pour avoir la capacité de soutenir la pression de l'eau. On peut utiliser un bidon en plastique. Ça va flotter au moment lorsque ça dépasse plus de 2 mètres de profondeur. On peut indiquer que ce type de bouées peuvent être accrochées à la superficie. Ce sont des cordes, réellement. Réellement, on utilise les long lines de 100 à 200, 300 mètres de longueur utile. La longueur utile, c'est la distance où nous pouvons placer notre système de culture. Autre point important, ils ont des significations qui nous indiquent la position exacte de mouillage. Les morts, comme nous les appelons. Peut-être un grand bloc de ciment ou un pneumatique. Ce n'est pas bon d'utiliser des pneumatiques dans la mer, mais bon, quelque chose qu'on peut utiliser comme poids pour éviter que l'action des courants marins, ces structures, se déplacent et nous perdions notre ligne. Et ces petites bouées qui flottent en haut. Aussi pour les embarcations que pour les autres navires, pour qu'ils puissent détecter si la ligne est en train de couler, parce qu'il y a un poids excessif, parce que ces animaux grandissent et le poids augmente, et donc c'est à ce moment-là qu'il faut agir pour reflotter cette ligne. Ce que nous utilisons dans ce type de structure, vous avez ici des photos de ces mailles qui sont des cylindres que nous connaissons traditionnellement comme des lanternes. Et ces lanternes, vous avez des étages. Et à chaque étage, on place une densité d'huîtres
que nous voulons cultiver en fonction de la taille et des produits que nous voulons cultiver dans notre zone. On peut avoir, par exemple, dans une zone géographique, on peut mettre 25 huîtres par étage de 5 cm, 25 huîtres. Mais si on utilise une autre zone géographique, on peut mettre 30 ou 35 huîtres parce que les différences entre les taux de croissance sont similaires et il n'y a pas de problème par rapport à la mortalité. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tester. Et pour tester, il faut développer énormément l'observation. J'ai ici avec moi, par exemple, une lanterne qui est comme celle que vous voyez ici. Je ne sais pas si vous pouvez la voir, mais dans ce cas ici, cette lanterne, il y a un velcro. Un velcro qui nous donne l'accès à cette lanterne pour placer les huîtres. Pour ensuite les accrocher. Les mailles sont choisies en fonction de la taille des animaux. Nous allons acheter cette structure en fonction du calibre de nos huîtres. Fabricants, il y en a énormément. Les fabricants en Chine, il y en a au Chili. Ce sont des systèmes qui ne sont pas bon marché, mais ils ne sont pas chers non plus. Ils se brisent parfois. Ce sont des poissons, des crabes qui vont briser ces mailles et en système de culture, nous devrons laver et réparer tout cela, montrer à des gens qui vont travailler à tisser ces mailles pour les remettre en place. Nous pouvons que les long lines voient des deux côtés et on peut utiliser des structures comme les lanternes que je vous ai montré il y a quelques moments. Ceci de système, ils sont chers, mais on peut utiliser tout ce que nous avons en main, sous la main. Il fallait calculer et voir si vous pouvez utiliser les tuyauteries, utiliser les systèmes et entrer dans une long line superficielle, de superficie. Maintenant, voici les cultures en piquet, les cultures de fond. Nous voyons les huîtres qui restent à découvert, qui restent là 10 ou 12 heures. Ici, il y a énormément quantité de ce système. On peut placer un jour, si nous mettons des piquets, on les accroche bien, eh bien on peut accrocher nos huîtres. Donc, je vous dis que si ce monsieur a dit que ce bâton devait mesurer 3 mètres et la distance de traverse devait être 2 mètres, c'est ce qu'il a décidé, ce monsieur-là.
Mais cela ne veut pas indiquer que nous devons copier ce système tel quel. Nous pouvons avoir cette idée, OK, on va tester, mais on va mettre notre structure d'une autre façon, nos poteaux d'une autre façon. Et après, je vais voir si je garde cette structure ou je la modifie, et ainsi de suite. Et c'est pareil aussi avec ce système de système, ces poteaux qui ont été cherchés des troncs. Voilà, mais c'est la même chose. C'est un matériau un peu plus brut. Mais bon, ce monsieur sans doute a testé et pour lui, c'était le bon choix parce qu'il a choisi ce système dans lequel les huîtres sont accrochées, suspendues. Et voilà le système de culture de ce monsieur-là. Il y a également d'autres systèmes très utilisés en Europe et au Maroc aussi. Ce système permet d'avoir de grandes extensions de plages. C'est le système avec, comme je les appelle, des tables, dit l'orateur, parce que pour moi, c'est comme une surface plate, comme une table. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui a testé, qui a introduit les huîtres dans des poches en plastique et je vais les mettre de façon horizontale, comme une table, je vais les appuyer ici et je vais les garder avec des crochets pour les assujettir et empêcher que les marées les fassent tomber. Il faut garder cela à une certaine distance du fond, par exemple 50 cm pour cet exploitant, mais cela ne peut pas indiquer que nous devons respecter cette distance de 50 km exacte. Nous pouvons l'adapter à nos meilleures conditions et en fonction de notre système que nous voulons mettre en place. Ce système avec des tables, nous pouvons le faire à petite échelle ou à échelle industrielle. Mais il faut savoir, dans tous les cas, que le poids de ces poches qui sont ici utilisées est important. Donc, si nous avons de grandes surfaces, porter cela à dos d'homme, cela est un peu compliqué, c'est très lourd. Il faut avoir des chariots. Si c'est beaucoup de poches, il faut avoir des tracteurs parce qu'elles pèsent ces poches. Et les faire déplacer, gérer des grandes installations exige beaucoup de force et donc il faudra faire appel à des machines. Mais il est vrai que nous pouvons utiliser ce type de système à petite échelle aussi. Une différence fondamentale, avant que j'oublie, qui a été mentionnée les jours préalables, c'est que les huîtres peuvent être, c'est-à-dire il y a des huîtres qui peuvent être cultivées avec ce système qui est à découvert, qui est en dehors de l'eau, et d'autres huîtres qui sont toujours submergées. Celles qui sont toujours submergées ont un muscle adducteur qui est peu exercé. Ce n'est pas un muscle adducteur extrêmement fort parce que cette huître est toujours sous l'eau, elle ferme les valves quand elle heurte une autre huître à côté et voilà, elle ne travaille pas, elle ne fait pas travailler autant son muscle adducteur. Par contre, les huîtres qui sont dans ce type de système, elles doivent tous les jours ouvrir et fermer leurs valves. Donc, leur muscle adducteur est fort parce que si les coques restent ouvertes, elles peuvent mourir et alors cette traction, c'est comme celui qui s'entraîne tous les jours. Et donc, ça fait que ces muscles soient plus puissants. Et cette différence de force du muscle adducteur va nous permettre de dire que ce type d'huître peut être exposé à l'air beaucoup plus de temps que les huîtres qui sont toujours submergées. Et cela, du point de vue du marketing, de la vente de ces huîtres, constitue un facteur important. Parce que si une huître est capable de fermer de façon hermétique ses valves, et être plus de temps vivante, je peux la transporter plus loin. Et donc, je peux explorer d'autres marchés qui se trouvent plus loin de moi.
parce que j'ai une huître qui est capable de résister beaucoup plus de temps ce voyage, ce déplacement, parce qu'elle est bien entraînée, elle s'est toujours bien fermée. Et par contre, les huîtres qui sont toujours submergées, il faut faire plus attention. Et là, sans doute, ce type d'huître a plus de limites. Nous avons encore un autre type de culture. C'est une culture pour une production industrielle dans ce cas-là. Ce système a été commencé à être utilisé en Australie, aux États-Unis aussi. Cela présente le grand avantage que lorsque la marée monte, ces cages tournent, flottent avec la marée et cela fait tourner aussi les huîtres qui sont à l'intérieur parce que comme ça, avec ces mouvements de déplacement de cette poche, ces déplacements font que les huîtres acquièrent une forme qui est importante pour beaucoup de marchés. C'est une forme un peu creuse. Hein, cela est important pour certains marchés. Mais ce système est très, très cher parce que chacun de ces paniers que vous voyez ici peut avoir un prix d'autour de 50 euros. Alors, pour avoir une exploitation rentable, il faut avoir beaucoup d'huîtres et il faut beaucoup d'investissement pour acheter ces paniers. Très rapidement, je passe au moment de la récolte. C'est l'étape la plus importante, c'est l'objectif de notre culture. Et là, on peut distinguer deux types de récoltes. On peut avoir une récolte périodique qu'on peut faire tous les mois, toutes les semaines ou autre, et les récoltes ponctuelles implique que toute la population de notre exploitation va être récoltée dans une courte période de temps, peut-être de 1 à 3 mois. Et pourquoi? Parce que la façon de s'aimer ces huîtres a été d'un seul coup aussi. Et pour les récoltes périodiques, normalement, ces récoltes périodiques sont aussi le résultat de semences périodiques. On peut peut-être s'aimer tous les mois et cela veut dire qu'on va récolter aussi tous les mois lorsque le moment sera venu. Par contre, les récoltes ponctuelles, si nous avons sémé en janvier, nous savons qu'une fois par mois, une fois le cycle terminé, on va avoir beaucoup de la récolte de beaucoup d'huîtres, de toutes les huîtres que nous avons sémées en janvier. Le facteur avantageux des récoltes périodiques, c'est que nous sommes sur le marché tout le temps, et cela du point de vue comptable, de la liquidité assure la survie de notre exploitation. Voilà l'avantage principal des récoltes périodiques. Et les récoltes ponctuelles, le désavantage de ce type de récolte, c'est que si toutes les exploitations font la récolte en même temps et on inonde le marché avec beaucoup d'huîtres pendant une période courte de temps, cela fait tomber le prix et cela va rendre beaucoup plus difficile la durabilité de notre exploitation. Ici, je vous montre un autre aspect important, le poids. C'est le poids ici de la gonade de ces organismes. Et je montre cette courbe pour illustrer le cas d'une huître qui peut peser, disons, par exemple, 100 grammes. Cette même huître, quelques mois plus tard, pourrait peser moins, avoir la même taille et après récupérer par la suite. Du point de vue marketing de notre plan d'affaires, il faut faire attention aussi à cet aspect. Et là, nous traitons rapidement, nous passons rapidement à Excel, un outil puissant de très bonne gestion pour tous. Et c'est une option très, très bonne. Et on peut très, très bien se servir.
et c'est utile pour les calculs des coûts et pour la gestion de notre exploitation. Donc, il faut savoir dimensionner le projet, quels sont notre input matériel ou immatériel, la liquidité, comment on va payer les salaires, parce qu'il faut évidemment payer un salaire pour pouvoir gérer notre exploitation. Et en fonction de notre dimensionnement, du dimensionnement de notre projet, on va déterminer combien de lanternes nous aurons dans notre exploitation. Et là, je peux déterminer combien de lanternes, de quel type et combien d'huîtres je dois acheter pour s'aimer. Comment on peut utiliser, donc, comment on peut organiser, actualiser notre projet d'exploitation. On peut utiliser ce type de tableau, par exemple, et on va mettre le batch numéro 1. C'est le lot numéro 1, c'est celui qu'on va s'aimer en janvier. Et si nous s'aimons en janvier, en février, c'est notre batch 2, notre lot numéro 2. Et ce lot va avoir une série de caractéristiques. La définition d'un batch va contenir le moment de la sémence, la quantité d'animaux, de quelle taille nous les avons sémés, dans quel type de lanterne ou de matériaux pour qu'ils soient fixés. Tous ces facteurs qui vont définir l'identité de chaque lot. Et cela est important parce que cela nous permettra d'assurer la traçabilité de notre système. Alors, si nous souhaitons faire des calculs des coûts, de combien de systèmes nous en aurons besoin, etc., donc pour ça, on va fixer des étapes. Ici, je vous montre une distribution par mois, mais on peut le faire même par jour. Là, je parle par exemple de captage. Le captage va durer ce temps-là. Mais quoi d'autre? Nous avons besoin, par exemple, de 1000 structures, de 1000 capteurs, de 1000 matériaux que je vais submerger pour capter des semences. Et combien de personnes? Je vais utiliser 20 heures par personne, par travailleur, pour calculer rapidement les coûts. Et après, je commence à additionner de façon verticale tout cela et ces résultats vont permettre de quantifier les personnels, les nombres d'heures, les coûts, le matériau. Et cela va me permettre d'avoir une estimation du nombre de lots que je considère et cela me permet de faire une prévision des ressources humaines, de qui va s'occuper de la maintenance, de quand est-ce que je vais faire la récolte et comment je vais faire la récolte, etc. Ici, je vous montre un exemple réel aussi, dans ce cas-là, des systèmes que j'ai assurés en utilisant Excel. Et ça permet d'illustrer ce que je viens de mentionner. Du lot numéro 22, nous avons vu voilà, les taux de sémence, les taux de survie. Si nous sommes capables de recueillir toutes ces informations, cela veut dire que nous sommes capables aussi de saisir tout cela dans ce logiciel Excel pour pouvoir assurer le contrôle de notre production. Il est vrai qu'Excel peut présenter quelques problèmes pour ceux qui ne le connaissent pas, mais il me semble que même si on n'a pas beaucoup d'études, si on vous explique correctement comment
on peut utiliser ce logiciel avec les petites cellules dans lesquelles on peut saisir des chiffres. Cela a un effet vraiment bénéfique pour garantir la traçabilité avec des chiffres et surtout avec la disponibilité des ressources qui seront nécessaires pour notre exploitation et pour notre projet.